советская власть. Но подчиняйтесь Нашей Ленинской сталинской партии мы знаем... Остальным, товарищи, которые работали не хуже, чем награжденные. Она затрагивает интересы самого аппарата, как системы собирается. Законы есть, политика есть и буксует. Почему? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la partie occidentale de l'URSS est entièrement détruite. La guerre y a fait 26 millions de morts et 25 millions de sans-abri. En mars 1946, le 4e plan quinquennal, dit de reconstruction, est mis en chantier. C'est l'occasion d'une nouvelle campagne productiviste accompagnée d'une vague de répression sans limite. Les prisonniers de guerre soviétiques rapatriés d'Allemagne sont envoyés directement en déportation. Les peuples accusés de collaboration avec les nazis, tchétchènes, ingouches, tatars de Crimée, allemands de la Volga, rejoignent les nationalistes ukrainiens et les Baltes reconquis dans les chantiers du Goulag, la direction d'état des camps. Cette période voit le doublement des détenus dans les camps et les colonies de travail, qui rassemblent 2 500 000 prisonniers, auxquels il faut ajouter 2 700 000 assignés à résidence dans les villages de colonisation. C'est dans le cadre du Goulag que cette main-d'œuvre dont le prix d'entretien est presque nul réalise barrages hydroélectriques, détournement des fleuves sibériens et exploitation des gisements aurifères. On est venu m'arrêter pour une raison triste. J'entretenais à l'époque des relations, disons, suivies avec une camarade de faculté et elle a jugé de son devoir civique d'aller dire à qui de droit que je lui avais fait l'éloge de la vie dans un pays bourgeois et capitaliste. Et c'est là que a commencé ma trop courte carrière de bagnard. J'hésite toujours à raconter ma vie au Goulag, d'abord parce que je suis là, alors que des foules sont restées là-bas et ont été enterrées dans des fosses communes. Mais quand je me réfère à mes souvenirs à moi, il y a ce qu'il est très difficile de rendre, c'est ce sentiment de déchéance intérieure qui survient, contre laquelle on ne peut presque rien. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Et rien ne compte quand vous avez faim tout le temps. La morale, l'amour, l'amitié, la justice, le vrai, le beau, le bien, tout ça, ce sont des foutaises en comparaison d'un morceau de pain noir que j'ai réussi à me procurer. Et on ne peut pas sortir impunément de ça. Il y a eu une altération de la personne et qui, par l'ampleur que ça a pris, est une altération de la société tout entière. C'est dans un immeuble du Goulag, situé en plein Moscou, que des ingénieurs comme Tupolev ou Korolev, arrêtés avant-guerre, avaient inventé de nouveaux modèles d'avions et mis au point le réacteur. Le premier vol d'un avion à réaction ouvre la voie à la maîtrise des missiles balistiques et une décennie plus tard, à la conquête de l'espace. L'Union soviétique étend sa sphère d'influence. En 1947, l'Europe est coupée en deux. L'armée rouge, qui occupe la partie orientale de l'Allemagne, met en place le blocus de Berlin-Ouest, puis favorise la création d'une république populaire en Allemagne de l'Est en 1949. La guerre froide a commencé. Штатов Америки распространилась новая своеобразная религия. При неверии в свои внутренние силы
вера в секрет атомной бомбы, хотя этого секрета давно уже не существует. C'est aussi en 1949, sous la direction de l'ingénieur Slavsky, que l'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique sur le polygone de Semipalatinsk, dans les steppes arides du nord du Kazakhstan. C'est encore en 1949 que les communistes chinois fondent la République populaire de Chine et signent peu après avec l'URSS un traité de coopération et de paix. En décembre 1949, pour son 70e anniversaire, Staline peut être satisfait. Il règne sur toutes les Russies en exerçant un pouvoir de plus en plus personnel et est l'objet d'un culte exprimant l'admiration et la vénération filiale. Vous savez que je me souviens que pendant mon enfance, quand mon père parle avec ma mère, ils ont parlé en kazakh entre les deux, et avec nous en russe. Et quand ils ont parlé, mon père, il a fermé les portes et les fenêtres. Et il a parlé à mi-voix. Il a eu toujours peur. Et je sais très bien que toute la population, toute la génération de mon père, ils ont été si imprégnés par ce sentiment de peur. Il n'a été jamais dissident, jamais. Il n'a pas eu la moindre idée contre le régime, contre le parti communiste. Il était fier qu'il est communiste. Les années d'après-guerre voient l'apogée des organes de répression et du système concentrationnaire. Un des aspects les plus marquants du durcissement du régime est l'offensive idéologique développée sous la direction de Jdanov. Toute expression artistique portant la prétendue marque d'une influence de l'étranger est réprimée. Le cinéaste Eisenstein est critiqué pour son manque d'idées. Les musiciens Prokofiev, Shostakovich, Khatchatourian sont considérés comme décadents. La dénonciation du cosmopolitisme prend un tour antisémite. À partir de 9 ans, donc, il fallait devenir pionnier. C'était une récompense pour bonne conduite et bonne note. Et en général, moi j'étais très fière, j'étais assez dissipée en classe. Il a fallu que je me discipline un petit peu et j'ai eu donc ma cravate rouge et mon petit insigne avec des flammes dessus et l'étoile. Ça me permettait d'avoir des activités que je n'aurais pas pu faire si je ne faisais pas partie du club, si on peut dire. Et donc c'était une fierté en tant qu'enfant de porter ça. On nous donnait l'appartement, on nous donnait tout. On nous donnait et nous étions très reconnaissants. On nous a donné l'éducation, on nous a donné le logement. Je vous ai dit qu'elle était... Oui, on nous a donné tout. Il y avait un slogan merci au camarade Staline pour notre enfance heureuse. Le 19e congrès du PCUS n'a lieu qu'en octobre 1952, 13 ans après le précédent. La vie politique marque une rupture avec les principes léninistes. Les différents rouages du parti sont ignorés. Staline cumule les fonctions de secrétaire du comité central, président du Conseil des ministres, généralissime, maréchal. Il est entouré d'un petit groupe de fidèles, Beria, Molotov, Khrouchtchev. En 1953, un nouveau complot est découvert. Le complot des blouses blanches, créé de toutes pièces, met en cause un groupe de médecins du Kremlin, presque tous juifs, qui auraient assassiné Jdanov, responsable de l'idéologie, décédé peu avant. Des milliers de meetings sont organisés, réclamant leur châtiment, mais aussi renforçant une campagne antisémite latente. Ils auront la vie sauve grâce à la mort de Staline. Joseph Staline est atteint d'une hémorragie cérébrale le 1er mars 1953. Le 5 mars à 21h50, le petit père des peuples est mort.
Tout le monde pleurait, c'était vraiment, on n'avait pas d'école pendant 2 jours, on a défilé dans les rues, c'était vraiment quelque chose de terrible. Le deuil national, c'était le petit père du peuple qui était mort, tout s'écroulait presque, enfin, toujours en tant qu'enfant, je parle. Donc c'était assez fort comme moment. Depuis 25 ans, où il a acquis le pouvoir absolu, Staline a hissé l'URSS au rang de 2e puissance économique mondiale. En moins de 10 ans, il a transformé un pays en ruine en superpuissance, juste derrière les États-Unis. Malheureusement pour les peuples soviétiques, cet empire est construit sur un tas de cadavres. La situation de l'URSS à la mort de Staline est assez complexe puisque d'un côté, l'URSS a assez bien réussi son plan de reconstruction et a retrouvé en tout cas une puissance industrielle forte. Donc de ce point de vue, la reconstruction a été une réussite. En même temps, d'un point de vue social, il y a toujours ce très très gros problème de la paysannerie avec des kolkhosiens qui sont de véritables citoyens de 2e classe qui ont un niveau de vie extrêmement bas et une crise agricole très forte. Naturellement, une des premières mesures de Nikita Khrouchtchev va être d'améliorer la situation de cette masse qui représente bien plus encore de la moitié de la population soviétique, il ne faut jamais l'oublier, encore au début des années 50, de cette masse paysanne, et notamment donc des kolkhosiens. Les principaux collaborateurs de Staline assurent sa succession. À la tête de l'État, Malenkov, assisté de Beria, Molotov, Kaganovitch et Bulganin, tandis que Khrouchtchev est placé à la tête de l'appareil du Parti communiste. La nouvelle direction s'attelle à restaurer la légalité socialiste. Les zèques, les prisonniers du goulag, sont libérés par milliers. D'anciens condamnés sont réhabilités. Beria, chef de la police politique, semble muet en libéral. Mais ses collègues se coalisent contre lui, le font arrêter en juin 1953 et exécuter en décembre. En savait-il trop ? À la lumière des archives, on se rend compte que Beria était allé, on peut dire, beaucoup plus loin que Khrouchtchev même, au début de 1953, jusqu'à son arrestation. Ce n'était pas du tout un libéral, mais étant donné que c'était sans doute l'homme le mieux informé de la situation réelle du pays, il se rendait compte qu'on ne pouvait plus gérer uniquement de manière policière, d'une manière policière très dure, ce pays. Un rôle accru est conféré au parti. Le comité central redevient une sorte de parlement soviétique. Le 14 février 1956 s'ouvre le 20e congrès du PCUS. En séance publique, Khrouchtchev y affirme les principes de coexistence pacifique avec les pays capitalistes et, à l'usage des partis communistes occidentaux, de la conquête du pouvoir par les voies pacifiques. À la fin du congrès, et devant les seuls délégués soviétiques, Khrouchtchev lit le rapport secret qui dénonce le culte de la personnalité de Staline et les purges. Déjà du vivant de Staline, dans ces dernières années, un grand nombre de hauts dirigeants se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas continuer à gérer de cette manière uniquement par la terreur une population une société qui avait quand même pas mal changé depuis les années 30, qui avait acquis un niveau d'éducation plus élevé, qui était différente déjà après l'épreuve de la guerre. Et Khrouchtchev a eu le courage, mais là c'est vraiment, on peut dire, le facteur personnel, de divulguer en partie, mais en partie seulement, car il ne faut jamais oublier que ce fameux rapport secret ne dit qu'une petite partie des crimes de Staline et exonère en particulier
toute la nouvelle équipe qui, au fond, avait beaucoup de sang sur les mains aussi, puisque Khrouchtchev ne parlait pas du tout de son rôle, ni en Ukraine, ni pendant la Grande Terreur. Khrouchtchev s'attelle à redresser la situation agricole en relevant le prix d'achat des récoltes. Il lance une grande campagne de mise en valeur des terres vierges au Kazakhstan et en Sibérie. C'était l'idée de Khrouchtchev de faire le blé au Kazakhstan. Et au début, c'était un miracle. Des millions de gens de toute la Russie viennent au Kazakhstan. Ils ont organisé autant de kolkhozes. Le Kazakhstan a été capable de faire 16 millions de tonnes de blé. C'était impensable. C'est comme une richesse. Mais après, ça sera la catastrophe. La culture extensive du maïs est lancée avec plus ou moins de bonheur, ce qui vaudra à Khrouchtchev le surnom de Koukouroznik, Monsieur Maïs. Ces années voient aussi l'essor de la construction de logements qui va augmenter de 80% en 10 ans. Le niveau de vie des soviétiques progresse et leur situation matérielle s'améliore considérablement. Un effort sans précédent est accompli pour la production de biens de consommation. C'était une époque, l'époque khrouchtchevienne, où la terreur meurtrière avait quand même cessé, où on ne pouvait pas écrire ce qu'on voulait, mais où les gens se réunissaient entre amis et parlaient à peu près librement. Et le pouvoir le savait et il disait « Écoutez, on sait très bien ce que vous dites dans votre cuisine, bon, on veut bien, mais que ça n'aille pas plus loin. » Alors le dégel a été ressenti différemment selon les catégories sociales. Pour les intellectuels, le dégel, ça a été surtout la possibilité, disons, de s'exprimer un peu plus librement avec la publication de certaines nouvelles ou romans phares comme Une journée d'Ivan Denisovitch d'Alexandre Solzhenitsyn, par exemple. Il y a des foules de choses que Solzhenitsyn a dites après, bien plus tard, avec lesquelles je ne suis pas d'accord et tout ce que vous voulez. Mais moi et des millions de Russes avec moi lui seront éternellement reconnaissants pour avoir le premier décrit par le menu toute cette horreur. C'était l'époque, la belle époque du samizdat, de la dissidence et tout. On se transmettait d'horribles photocopies pratiquement illisibles de ça. Et quand j'ai lu les premières pages, j'ai pleuré comme une madeleine toute la nuit en lisant ça et en éprouvant une sorte de soulagement. Voilà ce que moi, par exemple, j'aurais dû dire, mais je ne l'ai pas dit. Eh bien, lui, il l'a dit. Il a fait ça pour moi et pour des centaines de milliers d'autres qui n'ont pas eu la parole, il leur a donné la parole. Et c'était un soulagement, vous n'imaginez pas. Voilà, c'est dit. Le samizdat, il est né aussi aux années 50. La poésie qui a été interdite, les poètes dont les noms étaient interdits, ou dont la plus grande partie des œuvres étaient interdites. Par exemple, Anna Akhmatova, la première revue de poésie de samizdat, qui s'appelait Syntaxe d'Alexandre Ginsburg, et qu'il a commencé de publier en 1959. Vous savez, la poésie, vous voyez que la poésie est un peu au début du tout. Pour eux, le dégel, c'était essentiellement cette petite fenêtre de liberté d'expression jusqu'à un certain point. Mais pour, je dirais, le soviétique moyen, le dégel, ça a été surtout une possibilité, et c'est pour cela que Khrouchtchev est resté si populaire dans les consciences, de se loger un peu mieux,
avec un vaste programme de construction. Ça a été pour ces gens de la campagne la possibilité de garder un peu plus de leur production, d'avoir une toute petite retraite. Voici des choses très concrètes qui étaient le dégel pour une grande partie des soviétiques. Mais le dégel n'est pas définitif. C'était vraiment une période qui n'est même pas tenue jusqu'au départ de Khrouchtchev. Khrouchtchev lui-même a terminé ce dégel. Encouragés par la déstalinisation, les Polonais se révoltent et obtiennent un changement dans la direction communiste polonaise. À leur suite, les Hongrois se soulèvent en octobre 1956 et exigent la démocratie et le départ de l'armée soviétique. Ils sont écrasés dans le sang. Khrouchtchev se raffaiblit de cette crise. C'était les gens qui ont protesté contre l'écrasement de la révolte hongroise. C'était la jeunesse qui est grandie sous Staline, la jeunesse qui était vraiment écœurée par le mensonge qui régnait sous Staline et qui continuait de régner sous Khrouchtchev. Absolument, parce que le mensonge n'est pas disparu. Et le mensonge, pour nous, la jeune génération de l'époque, j'ai eu 20 ans à 1956, le mensonge, l'hypocrisie, c'était les choses les plus insupportables. L'éducation soviétique, qui était très forte, et j'étais une pionnière, une komsomol. Dans mon adolescence, j'étais vraiment très ardente. On peut dire stalinienne. Quand j'ai compris que ce mensonge, c'est devenu vraiment... ma dignité s'est sentie humiliée. Cette dignité dont je ne sais pas d'où elle m'est venue. Nikita Khrouchtchev lance un certain nombre de réformes contradictoires ou précipitées. En mai 1957, ces réformes visent à la décentralisation de l'activité économique. Les conséquences de la déstalinisation inquiètent certains conservateurs au présidium du comité central, qui cherchent à faire démissionner Khrouchtchev. Ils surmontent cette crise et écartent Molotov, Malenkov et Kaganovitch. Ils cumulent alors la direction du parti et celle de l'État. Avant les États-Unis, en octobre 1957, l'URSS met en orbite autour de la Terre le premier satellite artificiel, le Spoutnik. Les ingénieurs soviétiques, et en premier lieu Alexandre Korolev, réussissent un exploit, prouvant ainsi leur maîtrise en matière balistique. Люди, запомните этот день. Земля, твое творение человек, а он творец идеи быстрокрылой, прекрасный, словно свет зари во мгле. И этот день, его триумф навек. Le 12 avril 1961, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme est propulsé dans l'espace extraterrestre. Youri Gagarin, dans sa cabine spatiale, accomplit 3 révolutions autour de la Terre et atterrit sain et sauf. Il sera rapidement suivi par Cosmonaute 2 et Cosmonaute 3, Titov et Nikolaïev. L'Union soviétique développe une politique active de soutien aux pays du tiers-monde, mais un différend idéologique de plus en plus aigu l'amène à rompre avec la Chine maoïste. Les rapports Est-Ouest se détériorent lors de la construction d'un mur séparant Berlin du reste de l'Allemagne en avril 1961. Un conflit généralisé est évité de justesse lors de l'installation de missiles soviétiques à Cuba en octobre 1962. Khrouchtchev doit reculer. L'échec de cette politique offensive
l'amène à rechercher une détente durable avec les États-Unis. Un téléphone rouge est installé entre le Kremlin et la Maison-Blanche et un traité sur l'interdiction partielle des essais nucléaires est conclu en 1963. Sur le plan intérieur, l'économie est cahotée par les réformes khrouchtcheviennes. Campagne contre la corruption des organismes d'État, décentralisation excessive, recentralisation. Lors du 22e congrès d'octobre 61, Khrouchtchev lance un mouvement de rotation des cadres qui lui fera perdre ses appuis au sein du parti. Et surtout, il relance la déstalinisation en dénonçant cette fois-ci les crimes de Staline. Les difficultés de l'agriculture persistent et les différentes réformes engendrent désordre et gaspillage. Khrouchtchev, accusé d'aventurisme, doit démissionner en octobre 1964, officiellement pour des raisons d'âge et de santé. En réalité, le comité central a privé de ses fonctions celui que ses pairs appellent le moujik ukrainien mal dégrossi. Ce qui a véritablement entraîné la chute de Khrouchtchev, c'était cette sorte de révolte de cette nomenclatura, cette nouvelle élite des cadres du parti privilégiés, contre toute une série de réformes, en particulier contre une stabilité des carrières, car ces cadres du parti aspiraient désormais, maintenant qu'ils étaient libérés de la peur d'être arrêtés comme ils auraient pu l'être à l'époque stalinienne, ils aspiraient à une stabilité des carrières, à la possibilité de jouir enfin de leurs privilèges en toute tranquillité. Et donc cette idée de faire sauter ces bureaucrates a finalement conduit Khrouchtchev à sa perte.